Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Olivia Smith. J'ai 34 ans. Et le soir où mon mari s'est tenu devant 200 personnes et a présenté ma meilleure amie comme la femme qui a changé ma vie. J'étais assise 3 tables plus loin, tenant un verre de champagne que je n'ai même pas touché. La salle de bal était chaude. De cette chaleur particulière qui émane d'une foule immense. D'un parfum enivrant. De lustres flamboyants. D'un quatuor de jazz jouant une mélodie douce sous le brouhaha d'une foule qui ne m'avait même pas remarqué. Je me souviens précisément du moment où le micro s'est allumé. Je me souviens de la façon dont la voix de Daniel a empli la salle. Douce, maîtrisée, assurée. Cette voix que je l'avais aidé à construire pendant 7 ans de mariage. Cette année à le coach pour des présentations, des réunions, et chaque évaluation qui a failli le briser. Je me souviens avoir regardé Priya, ma meilleure amie, celle que je connaissais depuis nos 22 ans, assise dans la bibliothèque universitaire à débattre du même article de recherche. Elle portait du rouge. Je lui avais dit, 2 semaines avant ce gala, que le rouge était la couleur préférée de Daniel chez une femme. Je ne l'avais pas utilisé comme une munition. Mais elle s'en était servie ainsi. Elle m'a regardé de l'autre côté de la pièce, juste une seconde, puis elle a détourné le regard. Ce qu'ils ignoraient, ce à quoi aucun d'eux n'avait même songé, c'est que chaque personne présente dans cette salle de bal était là grâce à moi. Chaque contrat sur cette table, chaque client dans cette pièce, chaque dollar associé au nom de Daniel, je l'avais orchestré d'un point de vue qu'ils n'avaient jamais songé à envisager. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je me préparais à ce moment depuis 14 mois. Mais je m'emballe. Avant de vous raconter la fin, il faut que je vous explique le début. Car les pires trahisons ne se manifestent pas bruyamment. Elles s'installent sournoisement, au fil des années, déguisées en amour. Avant d'aller plus loin, d'où regardez-vous cette vidéo? J'aimerais vous poser une question. Et je veux que vous soyez honnête avec vous-même en y répondant. Vous est-il déjà arrivé de vous rabaisser pour que quelqu'un d'autre se sente plus important? Avez-vous déjà renié ce que vous saviez, votre intelligence, votre force, votre valeur, parce que vous pensiez que maintenir la paix revenait à être aimé? J'ai fait ça pendant 7 ans. Et pendant les 5 premières années, je pensais que c'était de la générosité. Ceux qui nous connaissaient, Daniel et moi, pensaient comprendre notre relation. Ils voyaient un homme charmant et éloquent. Daniel Mercé, le directeur général, prometteur de Vantage Consulting Group. 40 ans. La mâchoire carrée. Une poignée de main ferme. Le genre d'homme qui entre dans une pièce et se fait remarquer. Et il me voyait à ses côtés. Olivia Smith. Son épouse. Discrète. Élégante. Bienveillante. Lors des événements d'entreprise, je restais en retrait des conversations et souriais au bon moment. Au dîner, j'esquivais les questions sur mon travail par une réponse brève et modeste. Je travaille dans l'ombre, disais-je. Les gens l'acceptaient. On accepte toujours l'explication la plus simple. Ce qu'ils croyaient, que j'étais l'épouse. Un rôle de soutien, de décoration, secondaire. Ce qui était vrai, j'étais l'architecte. 7 ans plus tôt, lorsque Daniel et moi nous sommes rencontrés, il était chef de projet intermédiaire dans une entreprise régionale au bord de la faillite. Il était intelligent, vraiment intelligent, mais il n'avait aucun sens du positionnement, aucune compréhension des rouages du pouvoir au sein d'une organisation, aucune capacité à cerner les enjeux sous-jacents. Il savait exécuter, mais pas élaborer de stratégie. Pour ma part, j'avais passé 4 ans à bâtir un petit cabinet de conseil à partir d'un simple ordinateur portable et d'une liste de 40 contacts. Au moment de ma rencontre avec Daniel, j'avais triplé mon chiffre d'affaires, accueilli 3 associés et commencé à conseiller des entreprises si importantes que mon nom figurait dans des salles où je n'avais jamais mis les pieds. Je maîtrisais les systèmes. Je comprenais l'effet de levier. Je savais comment faire prospérer quelque chose discrètement, sans se faire remarquer, sans susciter la concurrence.
quand Daniel et moi sommes tombés amoureux, et nous l'étions vraiment. Au début, j'ai pris une décision que je croyais être un acte d'amour, mais qui était en réalité une forme d'effacement. J'ai mis mon cabinet au second plan. J'ai annoncé à mes associés que je prenais du recul. J'ai consacré toute mon énergie à développer la carrière de Daniel, car il avait un rêve qui nécessitait d'être bâti. Et je pensais que le construire ensemble revenait à le construire pour moi-même. Cette phrase était importante. Je ne l'ai compris que bien plus tard. J'ai rédigé son premier document de présentation important. Celui qui a permis à Vantage Consulting de décrocher son client principal. Meridian Industrial. Un contrat de 4,7 millions de dollars sur 3 ans. Daniel l'a présenté. Daniel a obtenu la promotion. Le lendemain soir, j'étais assis dans notre cuisine. J'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis dit, voilà à quoi ressemble un véritable partenariat. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais je venais d'instaurer le schéma. Le manque de respect ne s'est pas manifesté d'emblée. Il s'est insidieusement installé. Sournoisement. Comme l'air froid qui passe sous une porte. Non pas brusquement, mais progressivement. Jusqu'à ce que la température de la pièce ait changé et que l'on ait oublié ce que c'est que d'avoir chaud. La 2e année de notre mariage. Daniel a commencé à voyager davantage pour son travail. C'était prévisible. Sa carrière prenait de l'ampleur. Et je comprenais cette accélération. Je l'avais même orchestrée. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le changement dans sa façon de parler de son travail une fois rentré à la maison. Il a cessé de dire non. Il a commencé à dire je. J'ai bâti la relation avec Meridian. J'ai restructuré le compte Hendrik. J'ai développé le nouveau modèle de service. Je l'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que le discours public était simplement celui des professionnels, qu'ils savaient en privé ce qui était vrai, et que notre vérité privée suffisait. Cette phrase avait aussi son importance. La 3e année, nous avons assisté à une conférence, le sommet annuel du Leadership de Vantage, qui se tenait dans un complexe hôtelier à Scottsdale. J'avais aidé Daniel à préparer son discours d'ouverture pendant 3 semaines. J'avais restructuré son argumentation, peaufiné ses données, réécrit l'introduction 3 fois jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne formule. Assise en face de lui à la table de la salle à manger. À 11 heures du soir, je lui lisais des paragraphes à voix haute pour qu'il puisse entendre le rythme de ses propres mots. Il l'a interprété avec brio. Bien sûr que oui, les bases étaient parfaites. Plus tard, Catherine, une associée principale de Vantage, m'a trouvée à la réception. Elle m'a prise à part, comme on le fait quand on a quelque chose de sincère à dire. Elle m'a dit, Olivia Smith, Daniel m'a dit que vous étiez une excellente stratège. Si jamais vous souhaitez nous rejoindre officiellement, nous serions ravis d'en discuter. J'ai souri. J'ai dit quelque chose de courtois. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à Daniel, sur un ton léger, curieux, sans insister. Il a ri. Pas méchamment, juste naturellement. Il a dit, tu détesterais ça. Ma belle. Tu aimes la liberté de l'arrière-plan. J'ai laissé tomber. Je me suis dit qu'il avait raison. Il me décrivait comme on décrit des meubles qu'on a agencés à son goût et qu'on n'a aucune intention de changer. Je ne le voyais pas à l'époque. Je le vois maintenant. Priya est entrée dans nos vies en 4e année. Nous étions restés en contact, de façon assez lâche. Depuis l'université, une amitié entretenue par quelques textos occasionnels et des dîners annuels. Comme reprendre un fil sans jamais vraiment le tisser. Mais cette année-là, elle est retournée vivre en ville après son divorce. Et moi éprouvant, je crois, une solitude indéfinissable que je n'avais pas encore nommée, je l'ai invitée à renouer avec nous. Elle était brillante. Je tiens à être juste à ce sujet, car cette histoire n'a rien à voir avec la haine. Priya était intelligente, ambitieuse et d'une audace sociale que je n'avais pas. Elle pouvait entrer dans une pièce et la captiver. Elle riait aux éclats, posait des questions directes, portait du rouge et n'avait pas peur de prendre de la place.
J'adorais ça chez elle. Je l'ai présenté à Daniel lors d'un dîner chez nous et je les ai vus engager une conversation facile, le genre de conversation qu'on a quand on se comprend sur la même longueur d'onde, et j'ai ressenti. Je m'en souviens très bien. Un léger frisson que j'ai attribué au simple plaisir social. Ils s'entendaient bien. Parfait. Mon mari, c'est ma meilleure amie. Parfait. Ce frémissement. C'était mon instinct. Je l'ai fait taire. L'année suivante, Priya a commencé à assister à davantage d'événements professionnels de Daniel. D'abord comme mon accompagnatrice, elle venait de se séparer et je pensais que cela lui permettrait d'élargir son réseau. Puis, petit à petit, elle a commencé à accompagner Daniel à des événements en mon absence. Des réunions professionnelles, comme elle les appelait. Des dîners stratégiques. Il avait besoin d'une personne supplémentaire. Elle était disponible. C'était pratique, je l'ai remarqué. Je l'ai mentionné une fois. Avec douceur. Sans accusation. La réponse de Daniel fut mesurée et légèrement froide. Je ne savais pas que je devais justifier mon réseautage professionnel auprès de ma propre femme. Il l'a dit d'un ton aimable. C'était le pire. Il l'a dit comme on dit une vérité. J'ai reculé. C'était là le propre de Daniel. À force d'observer mon esprit stratégique, il avait appris à me faire douter de mes propres intuitions. Il m'avait suffisamment observé pour savoir comment me désarmer. Il savait que je privilégiais la logique. Il savait que je me méfiais des réactions émotionnelles. Alors, chaque fois que j'étais sur le point de comprendre clairement une situation, il la réinterprétait comme une affaire d'émotion. Et je me réfugiais dans la raison. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un utilise votre propre intelligence contre vous. Voilà ce qui arrive quand la personne à qui vous avez le plus appris a suffisamment progressé pour vous surpasser, ou du moins le croit-elle. Ce n'était même pas le pire. Le pire, c'était Priya. Parce que Priya savait. Priya était mon amie depuis assez longtemps pour savoir exactement ce qu'elle faisait. Et elle l'a fait quand même. Je l'ai découvert comme la plupart des gens. Non pas par la confrontation, mais par un détail si insignifiant qu'il aurait dû être oublié. Sauf que mon cerveau ne fonctionne pas ainsi. Mon cerveau catalogue. Mon cerveau établit des liens. C'était un mardi soir. J'organisais mon bureau à la maison. Une tâche que j'accomplissais une fois par mois. Méthodiquement. Comme vider son espace de travail avant de commencer une nouvelle session. J'ai trouvé un ticket de caisse. Un papier plié, tombé entre le bureau et le mur. Un ticket de restaurant, vieux de 2 mois. Un établissement du quartier financier où je n'étais jamais allé. 2 verres du même vin, la même bouteille. Mais pas les mêmes verres. Un dessert pour 2. La date sur le reçu était un jeudi. Je me souvenais précisément de ce jeudi-là. Car je l'avais passé en appel vidéo avec un contact à Singapour, le début de quelque chose que je construisais discrètement. Quelque chose dont personne, dans mon entourage proche, n'était au courant. J'étais restée chez moi toute la journée. Daniel était en dîner d'affaires. J'ai conservé ce reçu pendant longtemps. Je l'ai ensuite rangé dans le tiroir de mon bureau. Et je n'ai rien dit. Voici ce que la plupart des gens ignorent dans ces moments-là. La première réaction, la douleur. La rage. La confrontation est prévisible. Et les réactions prévisibles donnent le pouvoir aux autres. Ils peuvent réagir à votre réaction. Ils peuvent dicter le récit. J'avais passé des années à étudier les mécanismes du pouvoir. Je savais que celui qui dévoile son jeu en premier perd presque toujours. Alors j'ai fermé le tiroir. Et j'ai commencé à regarder. Les 4 mois suivants furent les plus calmes de ma vie en apparence. En réalité, je menais un audit complet. J'ai commencé par ce que je savais. J'ai passé en revue tous les projets attribués à Daniel ces 7 dernières années. Les propositions, les présentations commerciales, les plans stratégiques, les présentations clients. J'en avais des copies, puisque j'avais tout créé. J'avais des brouillons sur des disques durs privés. J'avais des fichiers horodatés. J'avais des échanges de courriels où j'avais envoyé à Daniel des documents qu'il avait ensuite transmis à des clients sous son propre nom.
Parfois quelques minutes plus tard. Sans modification ni mention de mon nom. La documentation était incroyable. Non pas que je l'ai constituée intentionnellement, je ne l'avais pas fait. Je n'avais tout simplement jamais rien jeté. Une vieille habitude. Un réflexe d'organisation. Le genre de choses que font automatiquement les personnes qui travaillent avec des systèmes. Car on ne sait jamais quand on aura besoin de consulter quelque chose. Je le savais maintenant. Parallèlement, je menais à bien un projet entamé 18 mois plus tôt, un projet dont Daniel et Priya n'avaient pas connaissance. Et que même mes anciens associés ne comprenaient pas encore pleinement. Je reconstruisais discrètement et méthodiquement mon cabinet de conseil. En toute discrétion. Je conseillais 3 PME via une structure de holding qui me permettait de rester en retrait. Je constituais un portefeuille de clients qui, le moment venu, prendrait une importance considérable. L'un de ces clients était une société appelée Ardent Capital Group. Vous devrez peut-être vous souvenir de ce nom. Durant ces 4 mois, j'ai également commencé, avec beaucoup de prudence, à me positionner au sein du réseau professionnel de Vantage. Non pas comme l'épouse de Daniel, mais comme une collaboratrice indépendante. J'ai contacté Catherine, l'associée principale, avec qui j'avais échangé quelques mots des années auparavant à Scottsdale. J'ai présenté ma démarche comme une concrétisation de cette conversation. Elle s'est montrée chaleureuse, intéressée et d'une curiosité professionnelle manifeste. Nous avons déjeuné ensemble à 3 reprises. J'ai partagé suffisamment de réflexions de manière stratégique, sans tout dévoiler, pour établir ma crédibilité sans me trahir. J'ai fait tout cela en étant à la maison. Exactement ce que Daniel attendait de moi. Calme, présente et encourageante. J'assistais à ces événements. Je lui posais les bonnes questions sur son travail. Je préparais le dîner. Je m'asseyais en face de lui, à table, et je l'observais avec cette lucidité particulière qui survient une fois le spectacle terminé. Lorsqu'on voit quelqu'un, non pas tel qu'on espérait qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment. Il était serein. C'était là le plus révélateur. Il n'était ni coupable, ni vigilant, ni manipulateur. Il était serein, car il m'avait catalogué comme quelqu'un qui n'agirait pas, qui ne pourrait pas agir, qui n'avait pas la légitimité pour agir. Il m'avait tellement sous-estimé que cette sous-estimation était devenue une conviction profonde. Cette conviction allait coûter cher. Le gala était le dîner annuel des fondateurs de Vantage Consulting. L'événement le plus important de leur calendrier. Celui où l'on célébrait les relations avec les principaux clients. Où l'on annonçait de nouveaux partenariats et où l'on remettait des prix aux personnes dont la carrière avait été bâtie sur les fondements de la vision de Vantage. Daniel avait été nominé pour le prix Cornerstone de l'entreprise, décerné aux dirigeants ayant le plus contribué à la fidélisation des clients à long terme et à la croissance du chiffre d'affaires. Il s'y préparait depuis 2 ans. C'était extrêmement important pour lui. Je le savais. Je l'avais su dès que j'avais pris connaissance des critères de nomination. 18 mois plus tôt. Et j'avais immédiatement commencé à faire mes calculs. Voici ce que j'avais calculé. Les critères du Cornerstone Award reposaient sur 3 relations clients majeures. L'ancienneté, le chiffre d'affaires et ce que Vantage appelait l'histoire de la relation. C'est-à-dire comment elle avait été initiée et développée. Les 3 clients phares du profil de Daniel étaient Meridian Industrial, Hendrik Brown Asset Management et Castleton Group. J'étais à l'origine des 3. Meridian. J'avais rédigé le document de présentation, développé l'architecture du service et identifié le point d'entrée stratégique grâce à un contact de mon réseau de consultants initial. Daniel est arrivé et a présenté ce que je lui avais remis. Hendrik Brown. J'avais restructuré leur modèle de conseil opérationnel après l'échec de l'approche initiale de Vantage. J'avais identifié le problème, développé la solution et accompagné Daniel pendant 3 mois de gestion de clients difficiles. La relation a survécu car je lui ai dicté précisément ce qu'il devait dire, mot pour mot, lors de la réunion qui a failli y mettre fin. Castleton, le plus récent des 3. Je l'avais présenté personnellement, grâce à mon réseau reconstitué.
par le biais d'un contact que j'avais tissé durant mes 18 mois de discrétion. J'avais mis Daniel en relation avec le PDG de Castleton lors d'un dîner privé que Daniel pensait que j'avais organisé par pure courtoisie. J'avais tout organisé car il me fallait un troisième client de poids pour que la nomination soit convaincante. Il fallait absolument que cette nomination ait lieu lors de ce gala précis. C'était indispensable, compte tenu des autres personnes présentes. Permettez-moi de vous parler d'Ardent Capital Group. Ardent Capital était l'un des clients de conseil privés avec lesquels je travaillais dans le cadre de ma structure de holding. Il s'agissait d'une société d'investissement en phase de croissance, dirigée par un fondateur nommé Marcus Webb méthodique, d'une influence discrète, un homme qui prend son temps car il peut se le permettre. Car lorsqu'il agit, les choses changent. J'avais travaillé comme consultant pour Ardent pendant près d'1 an. Marcus connaissait l'intégralité de mon parcours professionnel. Il avait consulté ma documentation. Au cours de plusieurs réunions très ciblées, il avait acquis une compréhension très précise de l'origine des informations stratégiques qui sous-tendaient les missions les plus importantes de Vantage auprès de ses clients. Marcus Webb avait été invité au gala en tant que client potentiel important de Vantage Consulting. Il avait accepté l'invitation car je lui avais suggéré que cela serait instructif pour lui. Il était assis à la table juste à côté de la table d'honneur de Daniel. J'étais assis 3 tables derrière, avec une vue dégagée sur le microphone. La soirée commença comme toujours, par la mise en scène subtile de personnes qui, ayant besoin les unes des autres, établissaient un lien authentique. J'observais Daniel se mouvoir avec aisance. Il était doué pour cela. Il l'était devenu. Et je me le reconnaissais sans détour. Il avait appris. C'était un véritable cadre, compétent et sûr de lui. J'avais bâti cette image, mais il l'avait incarnée. Bria était à ses côtés. Discrètement, il n'était pas assez naïf pour cela mais constamment. Elle ne le quittait pas. Lorsqu'il se tournait vers un autre groupe de conversation, elle le suivait. J'observais cette subtile dynamique avec le même détachement que je cultivais depuis 14 mois. À un moment donné, Priya est venue me parler. Chaleureuse, décontractée, comme habituée. Elle m'a demandé comment s'était passée ma semaine. Elle m'a effleuré le bras en riant. C'était le plus cruel. Non pas la trahison elle-même, mais la façon dont elle feignait la normalité. La manière dont elle pouvait me regarder et sourire d'un air sincère tout en sachant parfaitement ce qu'elle avait fait. Je lui ai souri en retour. Je lui ai demandé comment allait son travail. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans ciller. Et j'ai vu une lueur dans son regard, une infime trace de confusion. De malaise. Car elle s'attendait, au fond d'elle, à un signe de compréhension. Et je ne lui donnais rien. Je ne lui ai rien donné parce que je mettais tout de côté. Le service du dîner s'est terminé. Les discours ont commencé. La remise des prix. Daniel était le 3e et dernier lauréat de la soirée. Le prix Cornerstone lui a été remis, accompagné d'une description détaillée de son parcours client, de sa contribution au chiffre d'affaires et de son instinct exceptionnel pour nouer des relations. J'ai écouté attentivement chaque mot. J'avais entendu ce récit, sous différentes formes, pendant des années. L'histoire de Daniel Mercé, l'architecte des meilleures relations clients de Vantage, le stratège à l'origine de leur croissance la plus significative. Il se tenait à la tribune. Il esquissa ce sourire particulier que je l'avais vu répéter. Ouvert, chaleureux, légèrement modeste au début, puis empreint d'assurance. Il remercia ses collègues. Il remercia les clients présents. Puis il se tourna vers Priya, assise à sa table, et dit, la regardant droit dans les yeux, sa voix portant dans le micro jusqu'à 200 personnes. Je tiens également à remercier la personne qui m'a le plus stimulé et inspiré cette année. Priya, tu as transformé ma façon d'envisager ce travail. 200 personnes la regardaient. Elle rougit. Elle toucha sa clavicule. Elle baissa les yeux sur ses mains, dans le geste convenu de quelqu'un qui reçoit un compliment en public. Je tenais mon verre de champagne. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bougé.
Daniel est revenu à des sujets plus personnels. Il a parlé de laisser un héritage, de gratitude, d'avenir. Il ne m'a pas mentionné. Pas une seule fois. J'étais à 3 tables de là. Sa femme, avec qui il était marié depuis 7 ans. Pas une seule fois. C'était parfait. C'était même nécessaire. Car ce qui allait se produire dans les 20 minutes suivantes devait avoir lieu dans une pièce où chacun venait de voir précisément ce qu'il appréciait et ce qu'il rejetait. Le contraste devait être établi. Il l'avait parfaitement établi. N'oubliez pas cela. Lorsque Daniel s'assit, Marcus Webb se leva. Cela n'était pas prévu au programme. Personne dans la salle ne s'y attendait. Sauf moi. Marcus était le genre d'homme qui, lorsqu'il entrait dans une pièce, imposait le silence sans l'exiger. Grand, posé, il était vêtu de façon à suggérer qu'il n'avait rien à prouver. Il regarda le directeur général de Vantage, un certain Gerald Holt, et dit d'un ton aimable, comme s'il entamait une conversation d'affaires. « Gerald, j'espère que vous m'accorderez un instant. J'ai quelque chose à vous dire qui, je pense, est important pour l'avenir de votre entreprise. » Gerald Holt, qui souhaitait ardemment avoir Ardent Capital comme client, a répondu bien sûr. Marcus a déclaré. J'ai passé les 11 derniers mois à consulter un stratège que je considère comme l'un des esprits opérationnels les plus brillants que j'ai rencontrés en 20 ans de carrière dans l'investissement. Durant cette période, j'ai examiné des documents, rapports de travail originaux, fichiers horodatés, correspondances clients d'origine qui m'ont permis de comprendre précisément la genèse et la structure de plusieurs des relations clients les plus importantes de Vantage. Il marqua une pause. Un silence s'était installé dans la pièce. Ce silence si particulier qui précède une révélation. La relation avec Meridian Industrial a été initiée par le biais du réseau de contacts d'Olivia Smith Mercer et s'est appuyée sur un document de présentation qu'elle a entièrement rédigé. La restructuration de Hendrik Brown constituait son modèle stratégique, mis en œuvre sous le nom de Daniel Mercer. La mise en relation avec Castleton, qui a eu lieu il y a 7 mois, a été effectuée directement par Olivia Smith Mercer, par le biais de son propre réseau professionnel et de sa propre initiative. Il regarda Gerald Holt. Je vous fais part de cela car Ardent Capital envisage une importante mission de conseil. Et je souhaite collaborer avec le stratège idéal. Il s'assit. La pièce n'a pas bougé. Je veux vous décrire précisément ce que l'on a ressenti dans ce silence. Car le silence a une texture. Celui-ci était lourd, le poids de 200 personnes qui se réorientaient simultanément, reconstruisaient une image à partir de nouvelles informations, éprouvant le malaise particulier de réaliser qu'elles avaient regardé la mauvaise personne pendant des années. Daniel était devenu complètement immobile. Paul, immobile. Une immobilité qui n'est pas le calme, mais son contraire. La suspension complète d'un système dont les signaux sont soudainement devenus incohérents. Priya regardait la table. Gerald Holt me regardait. Je n'étais pas pressé. Je n'ai pas pris une pause théâtrale ni prononcé de discours. Je me suis simplement levé. J'ai lissé ma robe bleu marine profond, et non rouge, et j'ai rejoint l'avant de la salle à l'allure d'une habituée. Une habituée. En réalité, qui laissait simplement le temps à l'assemblée de me suivre. Je me suis arrêté près de Marcus. Je n'ai pas regardé Daniel. J'ai regardé Gerald. J'ai dit. J'espérais avoir cette conversation depuis un certain temps. Je pense que Vantage et moi avons des choses à discuter. Ce qui suivit ne fut pas une explosion. La véritable puissance n'explose pas. Elle se stabilise. Gerald Holt a demandé de me rencontrer le lendemain matin. Il était accompagné de 2 associés principaux. J'ai apporté la documentation, non pas triée de façon mesquine, mais complète. Les originaux horodatés. Les échanges de courriels. Les brouillons avec ma signature intégrée aux métadonnées. La correspondance avec le client qui retraçait l'évolution réelle de notre relation. Cette année de travail, organisée comme je l'avais toujours fait. Par méthode. Par logique.
Vérité. La réunion a duré 4 heures. Le prix Cornerstone a été discrètement restructuré. J'ai appris plus tard, Catherine, devenue une véritable alliée, que les associés avaient discuté de l'avenir de Daniel au sein du cabinet pendant plusieurs semaines. Leur conclusion était complexe, car il était réellement compétent, capable de mener à bien ses missions, et plusieurs relations clients avaient été maintenues en grande partie grâce à sa gestion directe. Des années après que je les ai établis. Ils n'allaient pas le licencier. Mais ils allaient réorganiser l'équipe. Et surtout, ils allaient m'intégrer pleinement. Non pas comme épouse, ni en retrait, mais pour ce que j'étais réellement. On m'a proposé un poste de conseillère stratégique indépendante chez Vantage, débutant par une mission formalisée sur 3 comptes clients existants. Cette mission était structurée selon mes conditions. La rémunération était conséquente. Je n'ai pas négocié de manière excessive. Je savais simplement ce que cela valait. J'ai annoncé le montant et ils ont accepté. Marcus Webb a officialisé l'engagement d'Ardent Capital au même moment. Comme je le soupçonnais, il avait tout compris dès les premiers mois de notre collaboration. Il avait attendu parce que je le lui avais demandé. Le moment était crucial. Il fallait choisir le bon endroit. La révélation devait avoir lieu publiquement, devant ceux qui avaient bâti un récit mensonger et ceux qui y avaient cru. Voilà ce que j'entends par stratégique. Je n'ai rien détruit. J'ai réorienté l'architecture. Daniel est rentré ce soir-là 2 heures après moi. J'étais dans la cuisine. Rien de dramatique. J'étais simplement en train de préparer du thé. Car j'en bois tous les soirs et cela n'avait pas changé. Il est entré et s'est arrêté sur le seuil. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Je tiens à décrire précisément ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Rien de ce à quoi je m'attendais. Aucune satisfaction empreinte de chaleur. Aucune revanche empreinte de soulagement. J'ai plutôt éprouvé le calme d'un long calcul enfin achevé. L'épuisement après avoir résolu la dernière ligne d'une équation interminable. Et il a dit : « Depuis combien de temps planifiez-vous cela ? » J'ai réfléchi sérieusement à la question. Je développe de manière indépendante depuis environ 18 mois. Mon partenariat spécifique avec Marcus dure depuis environ 7 mois. Il est resté là, muni de ces informations. J'ai dit : « Je ne vais pas me disputer avec toi. Daniel. Je pense que nous avons fait quelque chose qui ne fonctionnait pas depuis longtemps. Et maintenant c'est évident. C'est probablement mieux ainsi. » Il m'a demandé si j'étais au courant pour Priya. J'ai répondu oui. Il a demandé depuis combien de temps. J'ai dit 14 mois. Il n'avait rien à dire. 14 mois à savoir. 14 mois à observer. À se préparer. À choisir le silence plutôt que le chaos. La stratégie plutôt que la réaction. Ne laisse rien à dire. Cela anéantit toute capacité de défense. Car la défense contre l'émotion, c'est la logique. Et je la lui avais déjà enlevée. Il dit, très doucement, « Je ne pensais pas que vous faisiez attention. » J'ai dit, « Je sais. » C'était la chose la plus vraie que nous ayons dite. Il avait bâti tout un récit intérieur autour de mon inattention, de ma passivité, de mon contentement face à la situation. Il m'avait rendue inoffensive en refusant de me voir telle que j'étais. La trahison était bien réelle, la liaison. Le crédit. L'effacement, mais au fond, il y avait quelque chose de plus fondamental. Pendant 7 ans, il m'avait observé chaque jour et avait choisi, sans cesse, de ne pas voir la réalité en face. Je l'avais laissé faire. C'était mon Dieu. Je m'étais effacée, confondant amour et oubli de soi. Je lui avais accordé le bénéfice du doute bien au-delà du point où le doute était justifié. Je n'allais plus jamais recommencer ni pour lui, ni pour personne. Le divorce s'est déroulé sans incident. Mon avocat, très consciencieux, est resté de marbre face aux arguments de Daniel. Car la situation financière, une fois établie, était limpide. Cette année de contribution intellectuelle et stratégique à une ascension professionnelle fructueuse. Sans rémunération formelle, sans participation au capital, sans reconnaissance,
Cette situation avait un poids juridique qui l'a surpris. Mais pas moi. Car j'avais discuté avec cet avocat pendant 8 mois avant que le divorce n'arrive. Nous sommes parvenus à un accord. Je ne détaillerai pas tous les termes. Mais il était équitable, c'est-à-dire qu'il reflétait la vérité. À savoir que la carrière de Daniel reposait en grande partie sur mon travail. Et qu'une partie de sa valeur m'appartenait. Priya et moi ne nous sommes plus jamais parlé. Ma décision n'a pas été prise de façon dramatique. J'ai simplement mis fin à notre relation. Il n'y avait plus rien dans cette relation qui méritait mon attention. Elle a essayé de me contacter à 2 reprises. Une fois par SMS. Une autre fois par l'intermédiaire d'un ami commun. J'ai été courtoise et bref. Certaines fins ne nécessitent pas de scène. Il y a des choses qu'on cesse simplement d'entretenir. 6 mois après le gala, j'ai ouvert mon propre cabinet, une structure à part entière. Pas une structure discrète, mais un cabinet de conseil stratégique à mon nom. Olivia Smith, Mercer Strategic Advisory. Ce lancement n'a surpris personne parmi les personnes influentes. Catherine Devantage a rejoint l'équipe en tant qu'associée principale. 2 sociétés du portefeuille d'Ardent Capital sont devenues des clients clés. En 8 mois, mon équipe comptait 7 personnes. Je vous donne ces chiffres, non pas pour vous impressionner, mais parce qu'ils ne sont pas essentiels. L'important, c'est que ce potentiel a toujours été là. Tout ce qui a été construit, au nom de Daniel, provenait de ce qui existait en moi. De ce que j'avais choisi de mettre au service d'une autre histoire. Le récupérer n'a pas été difficile. Techniquement parlant. Techniquement, il s'agissait simplement d'une réorientation. La difficulté était intérieure. Des années à croire que l'amour impliquait de se diminuer. La patience qu'il avait fallu pour reconstruire la confiance non pas en lui. Non pas en Priya, mais en moi-même. En cette part de moi qui catalogue, relit et calcule. Celle pour laquelle je m'excusais depuis le début. Depuis que j'avais esquissé un sourire modeste lors de dîner en disant « Je travaille dans l'ombre. Je ne travaille plus en coulisses. » On me pose souvent cette question, parfois dans la version que je raconte professionnellement. Parfois dans celle que je raconte à des femmes en qui j'ai confiance. Regrettez-vous d'avoir attendu? Regrettez-vous ces 14 mois de silence? Regrettez-vous de ne pas l'avoir confronté dès que vous avez trouvé le reçu? La réponse est non. Et non pas parce que le silence est toujours la meilleure solution, ni parce que la patience est toujours une vertu. La réponse est non à cause de ce que ces 14 mois ont permis d'accomplir. Ils ont constitué des dossiers. Ils ont permis de bâtir Marcu Web. Ils ont permis de bâtir Catherine. Ils ont permis de constituer un portefeuille de clients, de structurer le cabinet, d'élaborer une stratégie juridique et de réunir 200 personnes qui avaient besoin de voir la vérité présentée de manière à ce qu'elles ne puissent ni la mal interpréter ni la déformer. La confrontation immédiate, émotionnelle, instinctive aurait donné à Daniel la mainmise sur le récit. Il l'aurait géré comme une crise personnelle. Il l'aurait présentée comme celle d'un mari blessé tentant de gérer une épouse bouleversée. Il en serait sorti indemne. Et moi, comme la femme qui a fait un scandale. Rien de la vérité les 7 années. Le travail, l'effacement n'aurait été visible. En attendant, je me suis approprié le récit. En choisissant la pièce, je me suis approprié l'espace. En faisant venir Marcu, j'ai fait venir quelqu'un dont la crédibilité était incontestable, dont les informations étaient documentées, dont la présence a transformé l'événement d'une accusation en une révélation. Les accusations peuvent être niées. Les révélations sont constatées. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Si vous écoutez ceci et que vous y reconnaissez quelque chose. Pas forcément la trahison en elle-même, mais le schéma. La lente diminution. L'effacement silencieux. Les années passées à vous faire toute petite pour laisser place à autre chose. Le moment où vous réalisez que votre patience a été prise pour de l'impuissance. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes peut-être simplement en avance. La différence entre la dévastation et la stratégie réside dans le temps et la documentation.
La différence entre une scène et un retournement de situation tient à la qualité de votre préparation. La différence entre celui qui réagit et celui qui décide tient à la volonté de ressentir la douleur sans la simuler. De connaître la vérité sans la révéler avant d'être prêt. De construire en silence jusqu'à ce que le silence devienne superflu. J'ai 34 ans. Je dirige un cabinet de conseil en stratégie de croissance. J'ai une équipe que je respecte et des clients qui me font confiance. J'ai un appartement rien qu'à moi. La lumière du matin est différente quand on est seul. Quand on n'a pas à gérer le confort de quelqu'un d'autre. Quand on peut s'asseoir dans sa cuisine à 6 heures du matin avec un thé. La ville qui défile par la fenêtre. Et simplement être soi-même. Pleinement. Je m'appelle Olivia Smith. Et je n'ai jamais, pas une seule fois, depuis cette soirée de gala, travaillé dans l'ombre. La pièce, désormais, c'est là où je suis.